Et maintenant, où es-tu? Secondaire 4. Je me suis battu une fois en bande. En bande de Danwich, 60 Indiens. On était environ 60 Indiens. On s'est battus. Nous autres, nous n'aimons pas les Blancs. Ils nous vendaient n'importe quoi. Toutes sortes de pilules. Nous autres, on était gênés. On n'avait pas le courage d'en prendre une. Et ils nous disaient n'importe quoi. Et ils ne savaient plus quoi faire. Tu as entendu parler des autres. Est-ce la même situation à cette île? Oui. Est-ce qu'on rit de l'Indien? Oui, on le hait. Eh bien, j'avais l'impression de ne pas être intelligent. Certains ont abandonné, il y en a plusieurs qui n'ont pas terminé. Je n'ai jamais vu un Indien se rendre à l'université. Et aussi, on a perdu notre langue. Ça fait pas mal de chagrin. Ça fait pas mal de chagrin. Nuto Dondu Dosme Guitan Utwasim Kawabshin Kutnan Kashgan Nekadendumut Utwasimo Apuishpesh Pokotan Miam Kaishpesh Pokotan Utawiwo. Il s'est chassé, elle s'est tressée, ils eurent des enfants, le blanc les prit pour les éduquer. Aujourd'hui, ils sont déçus, leurs enfants errent. Ils ne connaissent pas la science de leur père. On m'a dit que mon père était né en descendant Mouchou-Chibou. C'était à la fourche de la rivière Metchou-Chibou, mais un peu plus bas. Mais toi, est-ce qu'on te l'a dit où tu es né? Je suis né à l'intérieur des terres, moi aussi. C'était dans cette région-là. Mon père chassait là chaque année. Et ton grand-père aussi? Depuis que je me rappelle, depuis 58 ans environ, on va là chaque année. 58 ans cette année. Même après ton mariage, avec ta famille, depuis que je me rappelle, j'étais à peu près de la grandeur du petit garçon ici, le plus petit ici. Bonsoir. En français, toundra. Chipo. Cours d'eau. Bonsoir, Chipo. Cours d'eau de la toundra. Nommé par les conquérants anglais George River et francisé de façon servile en rivière George, bien que ce soit un fleuve. C'est dans cette région dénudée Bonsoir.
patrie des caribous, que Georges Gabriel, comme ses ancêtres montagnais, a passé la majeure partie de sa vie, centrée presque exclusivement sur la chasse aux caribous. Sa mère est née sur les rives du... en aval du confluent avec la rivière de l'Aigle, là où elle s'élargit pour former ce que les anglophones ont nommé Indian House Lake, et ensuite, les Québécois francophones, le lac de la Hutte sauvage. Également à cet endroit précis est enterrée sa grand-mère maternelle. Dans ces parages sont nés plusieurs des enfants de Georges Gabriel. Quant à son grand-père paternel, Pierre Pienne Nissipi, il demanda avant de mourir que son corps soit transporté pour y être enterré au lieu dit sur les rives de le lac de l'Épinette Blanche, où chaque printemps il dirigeait sa tente et admirait le vol des outardes, de ces oies sauvages. Contrairement à d'autres montagnais de la région appelés en français les hommes de la toundra ou en français les hommes du soleil levant, montagnais qui échangeaient leur fourrure au poste de Davis Inlet sur la côte atlantique, la famille Nissipi, baptisée Gabriel par un missionnaire, se rendait généralement au village de Moisy sur le golfe Saint-Laurent, où elle passait environ 2 mois de l'été. En 1952, la famille Nissipi, Gabriel, fut, comme beaucoup d'autres, normalisée dans la nouvelle réserve de Maliotenam. En 1955, Georges Gabriel s'installe à Shefferville, où il réside actuellement dans la réserve de Matimekauche, le bloc 16, à une centaine de kilomètres au sud-est du territoire de chasse familiale. C'est ainsi que tu mesures 4, 5, 6. Déjà, ce sont de grandes raquettes. On mesure 6 fois comme ça. Depuis que tous les Indiens vivent là, ils viennent tous se chercher du boulot ici pour faire leurs raquettes. Maintenant, ils sont tous coupés. C'est aussi parce qu'on l'a utilisé comme bois de chauffage. Les Blancs qui ont des foyers en ville, ils se chauffent tous avec le bouleau. C'est mon père qui a commencé à couper du bouleau à cet endroit-ci. Ensuite, il m'a envoyé en chercher. Au début, c'était bon les arbres ici. Mais aujourd'hui, on doit aller loin. Et encore, il n'y en a pas beaucoup. C'est sûr que c'est au moins à 25 000 d'ici, car c'est en bas de la décharge du lac Ménéic. C'est seulement là qu'il y en a. Parce que de l'autre côté de la Mouchwa-Chibou, il n'y a pas de bouleau. C'est seulement du mélèze qu'il y a.
caixa específico que na toga. É o te, não sou de uma forma, estou mais menos eu. Quem não toga mano, mas estou tipo de cis não toga. É quando sabe se mas estou por na sorte, não por na toga. Até hoje não por na toga. C'est sûr qu'on peut trouver du bouleau de meilleure qualité ici, quand on en trouve. Au bord de la mer, les arbres ne sont pas pareils. Ils sont fragiles, ils cassent facilement. Ici, quand on trouve du bouleau, c'est sûr, il faut chercher le bois qui pliera facilement. Et quand c'est du bon bois, au lieu de casser, ça plie quand on marche. Même si ça plie beaucoup, ça ne casse pas. É quando eu estou mais quase, estou viajando, mais quase. Muito menos. Que mesmo não é bem, que são teu, né? São nem o né, já é muito menos. Mas que não é não tão interessante, não é. É quando não é que não até uma vez coisas não é estranha. Quando não é nem o esforço, só me já o né. Quando não é até é que sabe se não é se são minha né, então mas temos quatro coisas. Quem tem né pior que se que não tá na sabe por trabalho dentro. É quatro não vai dentro. Il y a d'autres bois aussi, qui, en séchant, deviennent durs. Ceux-là sont bons. Et ce n'est pas seulement le bouleau qu'on peut utiliser, on peut utiliser le mélèze, ça aussi c'est très bon, le mélèze. Parce qu'autrefois, mon père, c'est le mélèze qu'il utilisait. La raison pour laquelle on n'aime pas le mélèze, c'est que le bouleau est blanc, alors que le mélèze est rouge. C'est pour ça qu'on n'aime pas le mélèze. Pour la résistance, le mélèze est meilleur, le mélèze sec. Et aussi le bouleau, quand on marche dans la neige mouillée, il s'imbibe. Le mélèze ne s'imbibe pas. Ah. Un, deux. Elle sera très grande de la façon dont je mesure. Je fais cette raquette pour moi-même. C'est ici que sera placé le travers de la raquette et ici c'est le centre. Et l'autre côté aussi, c'est ici que je vais l'accoupler et là ce sont mes travers. L'autre c'est pareil. Mon travers sera là.
C'est ici que ce doit être épais. À l'autre bout, ce n'est pas important. Ici de même. C'est ici qu'on va mettre le travers et ici aussi. Maintenant, je vais plier le devant. Attention, mon petit-fils. Je peux te frapper, mon petit-fils. Le bois est froid. Je vais avoir beaucoup de difficultés parce que j'aurais dû le chauffer. C'est parfait. Voilà mon devant. Quelles seront belles mes raquettes. Ensuite, je les égaliserai. Regardez comme il faut. C'est ici que sera mon travers. Il faut faire bien attention qu'il ne se déforme en séchant. Peut-être qu'il se déformera en séchant. Je les attache comme ça pour ne pas qu'ils se déforment en séchant. Maintenant, je les accroche au plafond. Ça, c'est une autre paire. Elle sera pour ta grand-mère. Toi aussi, je t'en ferai des raquettes. Et ensuite, on partira en traîneau. Ça, il faut le faire avec précision, parce que si je le fais mal, il tournera et brisera la raquette. Parfois, ça se brise au séchage. Le nœud ici, ce n'est pas bon, ça peut casser. Pourrais-tu nous dire s'il y a une différence entre le boulot du bord de la mer et celui de Shefferville? Certainement qu'ici, il est meilleur. Pourquoi est-il moins bon près de la mer? C'est à cause de l'eau salée qu'il n'est pas bon que les vieux disaient. L'eau salée, il paraît que ce n'est pas bon. Tu vois les arbres au bord de la mer, ils sont pourris. Mais ici, autour, tu ne verras jamais d'arbres pourris. Surtout le bouleau. C'est très fragile. Dès qu'on le plie, ça peut casser, qu'on disait. Avec ça aussi, on peut faire des raquettes. C'est très bon ce bois-là. Le mélèze, c'est très bon. Les travers que vous voyez ici, c'est du mélèze. Et le blanc que vous voyez, on ne le met pas dessus, c'est le rouge qu'on met par-dessus. On le met comme ça parce que ça ne casse pas. Si je le mets dans l'autre sens, en mettant le pied dessus, ça va casser. Même si ça paraît mal, je suis obligée de le mettre dans ce sens-là, parce que de l'autre côté, ça casserait. C'est pourquoi ce bois-là est bon pour les travers, et aussi ce qu'on appelle l'épinette noire, comme les poteaux ici. On dit que c'est un bois mou, ça. Moi, mon père, c'est ce qu'il me disait. Lui, il a dû faire beaucoup de raquettes dans toute sa vie.
Je vais raconter une histoire de mon père. Il nous racontait des histoires avant qu'il soit mort. Il nous a dit qu'il avait 35 ans la première fois qu'il a voulu se marier. Autrefois, les Indiens montaient la rivière Moisie. Ils mettaient leurs canots sur la rivière Moisie et ils montaient. Quand on partait, il y avait beaucoup de monde qui suivait jusqu'au bord de la plage. Le départ, c'était pour Fort Chimou. Il devait traverser les hauteurs. Ma mère devait être sur la plage. C'était une veuve, ma mère. Alors, il s'est essayé de parler à la veuve. « Tu viens pas avec nous traverser les hauteurs ?» C'est ce qu'il a dit à maman. La veuve ne lui a pas répondu. Elle souriait. Son sourire, il l'a gardé tout l'hiver. Déjà, il pensait, je vais être bon pour me marier avec elle. Quand ils furent de retour sur la Moisie, il n'avait pas oublié son sourire. Le soir qu'ils sont arrivés, il a envoyé quelqu'un pour la demander en mariage. Celui qu'il avait envoyé est revenu. La veuve lui avait dit qu'elle allait le marier. Il avait eu à peine le temps de se marier que déjà il devait repasser les hauteurs. Quand je suis reparti, il a raconté, je n'avais pas encore d'argent. C'était encore du crédit au magasin. Pour de la toile mince, pas de la toile comme on a ici. L'eau passait à travers, que disait maman. Parce que maman aussi contait des histoires. L'année de leur mariage, ils sont montés ici avec très peu de provisions. C'est cette année-là qu'il a dit qu'il était monté avec seulement un seau de graisse. On m'a dit que j'étais née un an après. On m'a raconté que quand je suis née, il n'y avait rien à manger. Elle m'a dit, tout de suite après ta naissance, on est parti pour chercher de la nourriture. C'était une tente très brisée dans laquelle tu es née. On cherchait de la nourriture. J'étais couchée. Au-dessus, il y avait un lièvre suspendu pour le faire dégeler. On m'avait couché près du poêle pour ne pas que je gèle. Le lièvre qui était suspendu m'est tombé sur le front. J'étais bébé. J'aurais été bien mieux de mourir là, au lieu de vivre toute la misère que j'ai vécue ensuite. C'est très dur. Je suis rendue aux pattes à enlever la membrane. Ensuite, j'enlèverai le poil. J'enlèverai le poil et je lui montrerai la peau. C'était assez difficile, mais j'ai fini. Oui, c'est fini. Veux-tu me donner le grattoir à poil? Teot.
Il vient de très loin, ce caribou-là. Il n'y en a plus maintenant autour d'ici. Depuis qu'il y a la mine, ils ne peuvent plus rester par ici, ils cherchent à s'éloigner. Parce qu'ici, c'était la place pour le caribou, ici autour. Ça, c'est de la bonne viande grasse, comme le blanc quand il mange du porc. Pour nous, c'est la même chose. Cette viande-là, c'est pour faire la poudre de viande de caribou. On va la piler sur une roche. Et pour nous autres, c'était notre survie. Nous avons été élevés avec ça, nous deux, elle et moi. On ne mangeait que ça, on n'était pas intéressé à manger de la galette. Vas-tu suspendre la viande longtemps? Je vais la suspendre 2 soirées et ensuite je ferai la poudre. Il faut 2 nuits et ensuite je peux écraser la viande. C'est très bon cette viande-là. Il était très beau, le caribou. Pars-tu pour la chasse? Je veux aller voir mes pièges. Où? Là-bas. Je suis allé faire un tour par là et j'ai tendu mes pièges. Les pièges à martre. La martre, le vison. Est-ce loin tes pièges? Assez loin. C'est même très loin parce que je vais revenir à la noirceur ici. Le caribou est très bon à ce temps de l'année. Surtout celui qui est pendu ici. Il est très bon. Pourquoi trempes-tu ta peau de caribou comme ça? Pourquoi l'étires-tu? On l'étire et on la frotte comme ça pour enlever le sang sur la peau. Et ensuite, on va l'étendre dans la neige avec des piquets. On va la laisser geler un peu et ensuite, je vais la gratter au grattoir pour enlever le reste des membranes. La trempes-tu longtemps comme ça? Assez longtemps. Parce que celle-là, on l'a fait tremper toute une nuit. Dès qu'on eut enlevé le poil, je l'ai mise dans l'eau froide. Ensuite, elle devient très belle. Changes-tu souvent ton eau? Certainement qu'on la change souvent, cette eau-là. Toujours par de l'eau froide. Et on continue à faire ça. C'est forçant faire ça. Autrefois, on n'arrangeait pas la peau de caribou comme aujourd'hui en la séchant. On commençait tout de suite à tailler la babiche. On enlevait seulement une partie de la toile de la tente, on plaçait un rideau derrière pour que la peau gèle. C'était très compliqué la façon qu'on préparait la peau de caribou auparavant. Ce n'est pas comme aujourd'hui, en la séchant. Pourquoi est-ce moins compliqué aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, après l'avoir séchée, on la tend sur un cadre et on la sort seulement un peu dehors pour la gratter. Après avoir gratté la membrane, on l'entre à l'intérieur et on peut la tailler au chaud. J'en aurai assez pour une paire de raquettes avec cette peau de caribou-là.
On choisit dans le plus mince pour la babiche du devant de la raquette, et là où c'est le plus épais, c'est pour la babiche du centre de la raquette. Peut-on la fumer après l'avoir fait tremper? Ah non, pas du tout. Ça, je fais ça pour de la babiche de raquette. Il y a beaucoup de préparations à faire pour fumer la peau de caribou. Il faut la tanner avant. C'est une préparation complètement différente. Apporte-moi ça ici. Tu veux tordre la peau de caribou? Tu dis que ça sera de la bonne babiche pour le centre de la raquette? Oui, et il y en a assez pour une paire de raquettes. C'est pour une seule paire? Il faut beaucoup de babiches pour une paire de raquettes. C'est parce qu'on choisit la plus belle partie de la peau. Cette peau-là n'a pas de parasites. Et quand on aura fini les raquettes, le chasseur partira à la chasse pour amener de la viande. Quand vas-tu pouvoir la tailler, cette peau-là? Quand elle sera gelée. Parce qu'après l'avoir fait geler pendant une demi-heure, on va la gratter. On va la laisser geler à nouveau et on la grattera encore. Je la sors dehors telle qu'elle. Je ne l'enveloppe pas. Et moi, c'est avec ça que je vais la gratter, après qu'elle sera étendue sur les piquets. La sort-on? Les enfants, attention au couteau. Evelyne, tu vas nous aider. Il en manque un ici. Viens ici, toi, viens nous aider. Il ne faudrait pas qu'elle touche à la neige. Faites très attention. On fait le tour. Suspendez-la plus haut. Suspendez-la plus haut. Cette peau-là, ça sera pour mes raquettes. Nous sommes à Shefferville, à 200 mètres de la réserve de Matin-Mécoche. Georges Gabriel, comme d'autres Indiens de l'endroit, a érigé ce cabanage derrière sa maison. Je vais lui expliquer pourquoi j'ai une tente à côté de ma maison. Premièrement, c'est pour faire mon travail, mais c'est aussi pour faire à manger,
Parce que c'est très bon la nourriture cuite avec le poêle à bois. Et il y a d'autres raisons. C'est très silencieux dans une tente, on dort bien. Par exemple, dans une maison, quand on ouvre une porte et qu'on la referme, tout le monde se réveille. C'est pourquoi un Indien qui a toujours vécu dans le bois ne pourra jamais s'habituer à vivre dans une maison. Il aimera toujours davantage une tente. Tu vas avoir froid. Rentre dans la tente. Ce n'est pas celui-là qu'on devrait utiliser. Ce n'est pas le meilleur grattoir. C'est ça que les femmes esquimaudes utilisaient. C'est ça qu'on devrait utiliser.
Ma tante, pourrais-tu nous dire si les filles aujourd'hui peuvent faire ce que tu fais présentement? Non, elles ne peuvent pas faire ça. Elle, par exemple, elle peut lasser les raquettes, mais elle ne peut pas couper la babiche comme ça. Elle doit prendre des ciseaux. Mais avec un couteau comme ça va beaucoup plus vite pour tailler. En le pliant, il faut que les deux morceaux se touchent ici. Et si le bois n'est pas bon, il va casser. Il ne pourra pas se toucher. Il faut que ça plie comme ça, comme ça. Comme ça que ça plie. C'est difficile quand le bois n'est pas bon, quand ce n'est pas souple. Ça sera compliqué parce que le bois est froid. Il aurait fallu que le bois soit bien réchauffé. Le bois est froid. Ça sera à peu près comme ça. Ça va bien. Vas-tu le faire sécher comme ça? Oui, je vais le faire sécher comme ça. Ensuite, je vais le retravailler. Je vais le suspendre là pour le sécher. Et puis, je vais le gratter comme il faut avant de poser mon travers. Le plus gros travail est fait. Ça va se replacer à mesure qu'il séchera. Est-ce que ce sera plus facile à travailler quand ce sera sec? Non, c'est fini. C'est fini. À présent, il va rester... Et ton devant, vas-tu l'attacher? Non, je ne pense pas que j'ai le temps de les accoupler. Pour ça, c'est terminé. Je vais vous montrer à peu près comment ils seront. Regarde comme ça ici. C'est ici que j'ai fait des marques. Là où j'ai fait ma marque, ceci, il faut que ce soit dans le centre. Il faut que ça arrive juste pour que ça ne soit pas de travers. La marque que tu as fait au centre, c'est pour ton travers. Ça, c'est pour le centre de la raquette. Ce sont des marques pour ne pas la faire croche. Ça, c'est la marque pour mon travers, et celle-là aussi. Ici, il faut que ce soit épais, mais là, ce n'est pas important, et là non plus. Où c'est épais, c'est là que seront mes travers. Ça sera comme ça. Ce sera comme ça quand ils seront finis. Oui, ce sera comme ça. Le devant passe par-dessus. Ce sera exactement comme ça, parce que ce sont les mêmes mesures que j'ai prises pour elle et pour l'autre. L'autre paire sera un peu plus petite.
Mais comment peux-tu savoir qu'elle sera plus petite? Je ne t'ai jamais vu mesurer encore. Je mesure de cette façon-là. C'est ça la mesure de l'Indien. Est-ce pour savoir s'ils sont de la même longueur? Oui. Mais quand tu veux le faire plus grand, comment fais-tu? Eh bien, je mesure comme ça avec mes mains. Tiens. Si je fais 2 fois et demi comme ça, c'est déjà des grandes raquettes. Comme ça, vois-tu? Tu peux aussi mesurer comme ça, comme ça. Tu vois la longueur des raquettes? Mais tu ne peux pas dire combien ça fait de pouces ou de pieds? Non, parce que moi, je n'utilise pas de pouces. Et tu n'utilises pas les pieds? Non, je n'utilise pas les pieds. Et mes couteaux-croches, ils ne sont pas fameux. Explique-nous donc les différents couteaux-croches que tu as ici. Oui, je vais te montrer les différents couteaux-croches que j'ai. Où les ai-je mis? J'en avais plusieurs. Ceux-là, ces 2 couteaux-croches-là, c'est pour aplanir les traîneaux, les 2. Pour aplanir la moulure de la raquette, ce sont ces 2-là. Pour aplanir les travers de la raquette, c'est comme ceux que j'ai dans les mains. C'est pour aplanir le petit bois comme des travers. Il y en aurait d'autres aussi pour aplanir le travers des raquettes. Il y en aurait 2 autres, comme ceux-là, parce que j'en ai 2 pour les moulures de raquettes. Et aussi pour aplanir les traîneaux, j'en ai 2. C'est tout. Quand tu as besoin d'un couteau-croche, le fais-tu faire par un autre ou bien le fais-tu toi-même? Je le fais moi-même. Avec quoi? J'utilise une lime. C'est le seul acier qui soit bon pour faire les couteaux-croches. Mais comment fais-tu pour faire une lame si coupante? Je la chauffe dans le poêle pour ramollir l'acier. Dès que c'est chaud et que c'est ramolli, je commence à la limer et je la recourbe en même temps. Et après avoir fait ça, je la chauffe encore jusqu'à ce qu'elle devienne rouge. Et quand c'est devenu rouge, je la plonge dans l'eau. Et ça durcit l'acier. On la ramollit de nouveau. Pour la mollir, on chauffe le morceau d'acier. Si ce n'est pas chauffé à la bonne température, ce ne sera pas bon. Je vais être obligé de retravailler la forme. Ça ne va pas bien quand le bois n'est pas sec. C'est tout pour l'instant. Je vais les mettre à sécher. Je vais essayer de les faire sécher rapidement et ensuite je les retravaillerai.
Vous autres, les jeunes, avec ce qui se passe à l'école aujourd'hui, à comparer avec le travail que ton père fait et tout ce que ta mère raconte, regrettez-vous de ne pas avoir connu ça, ou bien qu'en pensez-vous? Je vais peut-être mieux m'expliquer en français. Ouais. D'accord? Oui. Regardez, j'aurais aimé ça, moi aussi, travailler comme mon père qui fait. Il connaît le métier, quoi. Ça, regarde, ma mère connaît le métier. Moi, aujourd'hui, je serais jamais capable de planter une tente de main. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas appris. Tout ce que j'ai appris, quoi, c'est aller manger après à les écoles, chez des Blancs, tu sais. Je sais pas, moi, je trouve ça ridicule quand même aujourd'hui. Je le vois travailler. Je suis conscient maintenant de ça, que c'est vraiment, ça valait le coup, quoi, de ne pas être instruit. Si j'aurais eu la chance, vraiment, là, j'aurais été l'homme le plus heureux aujourd'hui. Comme tel. L'école n'apporte pas forcément le bonheur. Non, je ne sais pas. Peut-être pour d'autres, mais présentement pas pour moi. Tu sais. Pour d'autres, sûrement, ça apporte du bonheur. Tu sais. Parce que le monde devient matérialiste justement à cause de l'école, là, je veux dire. Les autres, ils ont resté, mon père, il est resté humain, tu sais. Il est resté humain. Si tu veux, ils disent de plus, là, mais il est resté vraiment humain. Ma mère aussi. C'est le fun. C'est le fun pour eux autres parce que moi, là, j'ai pas la chance. On a tellement de conflits maintenant à cause de ça, tu sais. Parce que moi, j'ai pas suivi. Je sais pas. Ça a commencé par l'éducation des Blancs, le ministère des Affaires indiennes, on rentre là-dedans, à un moment donné. Va-t-on au pensionnat, toi, tu sais? Je me rappelle, j'avais 7 ans. J'ai fait ce qu'ils appellent les autres écoles missionnaires. J'ai été, puis je sais que la police montée courait après moi, tu sais. Parce que j'ai fait l'école buissonnière, qu'ils appellent. Oui. Non, mais aujourd'hui, tu vois ça. T'en vois plus. T'en vois plus ça. Je sais pas pourquoi. Dans notre temps, quoi, ils veulent tellement nous imposer une instruction. Instruisez-vous. Tu sais, si t'es pas... Je sais pas, moi. Si t'es pas fait pour ça, tu peux pas, quoi. Ce n'était pas à l'intérieur de la culture de tes parents. Il y avait une rupture complète. Oui, c'est ça. C'est des affaires qu'on nous impose. C'est dur quand même à accepter, j'imagine. Hein? C'est des affaires qu'on nous impose, là. C'est dur à accepter. Tu sais. Mais tu as repris goût à savoir ce que faisaient tes parents. Oui, maintenant, mais c'est trop tard pour moi, j'imagine. Mais quand même, j'ai 30 ans, 31 ans aujourd'hui. C'est dur quand même d'aller dans le bois. Je l'ai pas appris, moi, tu sais. Je l'ai pas appris, ce métier-là. Quoique je l'aime beaucoup, tu sais. Je vois mon père travailler aujourd'hui. Lui, il est chanceux, il est heureux, ce bonhomme-là. Tu sais, c'est ça que je me dis, en fait. Tu sais, il est heureux, lui, il n'y a plus de problème. Il n'y a pas de problème que moi, j'ai connu. Par contre, je pense qu'il a connu plus de problèmes que moi, en fait, comme tel, là, je veux dire, il a travaillé plus fort que moi. Tu sais, de l'autre côté, il a enduré moins de blanc. En fait. Et toi, Angèle, qu'en penses-tu? Que penses-tu de tes enfants qui ne connaissent rien?
Moi, je le regrette beaucoup, la façon dont on a élevé nos enfants. Ils nous écoutaient beaucoup quand on leur enseignait des choses, quand ils étaient à l'âge de mon garçon qui est ici. Son père aurait pu l'envoyer à la chasse et il aurait été capable d'y aller seul. Il aurait pu rester 2 jours et peut-être même 1 semaine. Et s'ils étaient 2 garçons, comme par exemple les 2 qui sont ici, ils pouvaient y aller 15 jours à la chasse ensemble. À leur retour de la chasse, c'est sûr qu'ils avaient rapporté du manger. Mais eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est se promener en ville. Lui, il va encore à l'école, mais on le sait bien, il n'est pas motivé. Elle est très regrettable, cette vie-là. On le regrette pour nos enfants. Charles-Émile, il aurait peut-être été un bon travailleur, peut-être qu'il aurait été très motivé pour la chasse. Mais maintenant, depuis que le gouvernement a commencé à occuper nos enfants, moi, je crois que nos enfants sont détruits. Par exemple, lui, il a un assez haut niveau de scolarité et on l'a aidé beaucoup pendant ses études. Tout ce qu'on avait comme argent, on l'a donné pour son départ. Mais ils ne sont pas motivés du tout. C'est surtout la boisson qui a fait mal à nos enfants. Presque tous nos enfants sont allés à l'école, excepté Grégoire. Et c'est le seul qui continue à chasser tous les jours. Il est bon chasseur. Il rapporte toujours de la nourriture quand il va à la chasse. Et son garçon, peut-être qu'il pourra faire à peu près la même chose que lui. Mais il ne peut pas être motivé parce que personne ne veut plus aller à la chasse. Je regrette beaucoup notre vie. Je ne peux pas parler en mal des Blancs parce qu'on vit avec eux aujourd'hui. Je n'ai jamais parlé en mal des Blancs, mais je dis ce que je pense. Parce que nous, on a été élevés comme ça. Vous le voyez, peu importe le travail, je ne suis jamais mal prise avec ça. C'est le travail que ma mère m'a montré. Et mes enfants ne le connaissent pas du tout. Ils font pitié pour le travail indien. Ils ne le connaissent pas du tout. Maintenant, pose donc des questions à ma tante. Toi, ma tante, qu'en penses-tu des enfants qui vont à l'école? Quand tu as laissé la tente pour la maison, regrettes-tu d'avoir vécu dans une maison? Je regrette beaucoup le temps où je vivais dans une tente. Ils ne sont même pas capables de me construire une tente à côté de ma maison. J'aimerais beaucoup ça si j'avais une tente à côté de ma maison. Et au sujet de mes enfants, c'est la même chose que ce qu'elle a dit, elle, tout à l'heure. Ils ne connaissent absolument rien. Et ils ne travaillent pas, ils ne font que boire. Il y en aurait un de mes fils qui serait bon chasseur, mais il boit toujours. Parce que moi, je n'ai pas de jeunes enfants, ils sont tous mariés, mes enfants. Vraiment, c'est une culture que moi, je ne l'ai pas eue, puis c'est vraiment formidable. Les autres, ils l'ont. S'il y a des Blancs ben, je veux dire pas des Blancs, mais s'il y a des personnes qui ont d'autres comment on appelle ça dans le français? Non, la tradition là, de mon père, oui. J'aimerais... Moi, j'ai pas eu la chance, c'est ça. J'ai pas eu la chance. J'attaque pas mon père ni ma mère, tu sais, parce que mais ça, on était trop chez nous, quoi. T'sais. On était 15 enfants, quoi, 16, je pense. En tout cas, faire de ça. Puis, à un moment donné, il fallait que je sois gardé à quelque part, quoi, tu sais. J'étais élevé par mon grand-père. Il était très généreux pour moi, très formidable. C'était un bonhomme, mon grand-père. À un moment donné, ils s'en vont dans le bois, mais je m'en vais pensionnaire. J'ai resté là 11 ans. 11 ans. 11 ans pensionnaire, c'est long, je pense. C'est dur, par bout, c'était dur. Mais quand même, à la fin de ça, là, quand tu... Je sais pas si j'ai retiré quelque chose de tout ça, des études, puis tout ça. Après ça, j'ai été à Québec, à Montréal, pour m'instruire. Ça m'a absolument rien donné. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que
Parce que l'instruction des Blancs me plaisait pas pantoute. Je me suis marié, puis avec une blanche, figure-toi. Ah, ça me tannait aussi. Ça m'a donné. Je suis parti de là. Je vais aller trouver ma race. Je suis assez fermé, tout ça. T'as fait 15 ans d'école, t'as fait cégep? Ouais, j'étais au cégep. Ça équivaut quoi à 15 ans à l'école. Puis ça, aujourd'hui, j'aimerais ça travailler comme mon père aujourd'hui. Mais je peux pas. Pourquoi? Je me suis pris trop tard. C'est ça. Je pense que c'est une meilleure éducation, c'est mon père qui l'a. C'est impossible que la raquette paraisse bien en ce moment. Auparavant, quand les femmes lassaient, elles mettaient des rideaux tout le tour. À l'endroit où elles tressaient la raquette, il ne fallait pas ouvrir la porte pendant qu'elles tressaient. Je me souviens par exemple de ma grand-mère, surtout la chaleur. Il fallait contrôler la chaleur quand on mettait du bois dans le poêle.
Ça veut dire quelque chose, le nœud qui vient de se faire tout seul. Il sera chanceux à la chasse. Combien de fois j'arrête de tresser ma raquette pour faire à manger? Auparavant, quand une femme tressait une raquette, c'est une autre qui faisait à manger pour la tresseuse, n'est-ce pas? Et il y avait quelqu'un pour faire le ménage chez elle, mais aujourd'hui, elle fait tout. Elle fait le ménage, elle fait à manger et elle tresse. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne chauffe plus au bois. Quel âge avais-tu les premières fois que tu as tressé? Je ne sais pas, mais à peu près, tu devais avoir 13, 14, peut-être 13 ans. Disons que j'avais 13 ans. Quand j'ai commencé à me pratiquer à tresser, je ne le savais pas beaucoup au début comment tresser. Et en ce moment, as-tu passé les 70 ans? Oui, en ce moment, j'ai 75 ans. Tu vas peut-être tresser encore plusieurs années. Oui, je pense souvent à ça. Je pense souvent que si je pouvais travailler pour les Indiens encore une dizaine d'années, je serais très contente. Qui t'a montré à tresser les raquettes? Mais c'est maman qui m'a montré à tresser. Mais maman, elle n'a pas vécu longtemps. Alors, j'ai continué toute seule, et dès que je voyais une femme tresser, je prenais la raquette et je l'aidais à tresser. Dès que je voyais quelqu'un tresser, je prenais la raquette et je commençais. Je l'aidais. Mais j'ai entendu Philomène dire de moi que quand je me suis mariée, je ne savais pas enfiler une aiguille. Moi, ça m'a fait rire. Mais tu as entendu ce que ton oncle a dit? Il a dit que je faisais des mocassins pour lui avant que nous soyons mariés. J'ai rêvé il n'y a pas longtemps. Ça doit concerner les chasseurs qui ont chassé le caribou tout l'hiver et qui n'ont rien tué. Ils n'ont pas été chanceux, ils n'ont rien tué de l'hiver. Et moi, j'ai rêvé à mon neveu Mathieu. Il m'a dit dans mon rêve, « Pourquoi as-tu changé de robe? Pourquoi tu n'as pas gardé celle que tu portais avant? » Les jeunes parlaient beaucoup de toi, ils aimaient beaucoup la façon dont tu étais vêtu. Les jeunes étaient très nombreux, mais je ne sais pas de quelle robe ils voulaient parler. Quand j'ai vu mon neveu partir, j'avais confiance qu'il tuerait quelque chose après mon rêve. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont tué du caribou. Ce doit être la réalisation de mon rêve parce qu'ils ont tué plusieurs jeunes caribous mâles. Ce doit être ça, les jeunes gens auxquels j'ai rêvé. Quand ils sont partis, je leur ai dit, « Ne soyez pas inquiets, j'ai rêvé. » Notre petit-fils Daniel, après que les chasseurs furent partis, a dit, « Ils vont faire pitié, ces chasseurs-là, s'ils ne tuent rien, s'ils ne prennent rien à la chasse. » Ne sois pas inquiet. J'ai rêvé à mon neveu Mathieu. Je n'ai plus de babiche. C'est le dernier petit bout que je viens de tailler. C'est juste avant de venir ici que je l'ai taillé, je l'ai mise à tremper tout de suite dans l'eau. Combien de rangées nous as-tu dit qu'il restait? Attends un peu, je vais les compter. Pour les tresseuses, c'est très important le nombre de rangées qui restent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Il reste 12 rangées.
Tu achèves. Oui, j'achève. Quand j'ai commencé, il restait encore 25 rangées. Je finirais dans très peu de temps si j'avais de la babiche. Les jeunes auparavant, ils étaient très fiers quand ils avaient de belles raquettes. Oui, c'est pourquoi il y a des décorations sur le devant. T'est-il déjà arrivé de rêver à ce que tu fais présentement? J'ai déjà rêvé il y a 2 ans, je t'ai raconté mon rêve. Je ne sais pas ce que signifie ce rêve. J'ai rêvé qu'on partait avec ton oncle. On s'en allait dans une direction, puis on est monté dans un autobus. C'était très beau. C'était aussi beau que le fleuve, là où nous allions. On a campé. C'est un homme riche qui nous protégeait. Alors j'ai vu mes peaux de caribou taillées en morceaux. Elles étaient dispersées dans la tente. Il y avait 3 morceaux de cuir de caribou, des restes que j'avais coupés. Et il y avait aussi quelque chose qui appartenait à l'homme riche parmi tout ça. J'ai ramassé tous mes morceaux de cuir et je les ai empilés dans un endroit. Angèle me disait, « As-tu su que Marcel Jourdain sera ici demain? » Je lui ai dit non. Oui, on a dit qu'il va venir, et alors je me suis éveillée. J'ai rêvé que je ramassais tous les morceaux de cuir qui m'appartenaient. Alors je t'ai vu et tu m'as dit que des gens importants viendraient demain. Parfois, lorsque je rêve, j'essaie de comprendre la signification, mais il y a des rêves dont je ne m'occupe pas. Quand je me suis éveillée, j'ai tout de suite raconté mon rêve à ton oncle. Ça signifie que tu rêvais à ton travail? Oui. On dit qu'un rêve de raquette, ce n'est pas un bon rêve. Mais moi, je n'ai jamais rêvé aux raquettes. Si on rêve au tressage de la raquette, et si on finit tout le tressage, ce n'est pas bon. C'est un rêve de mort, tout l'ouvrage est terminé. Mais quand on rêve qu'on est en train de tresser une raquette, qu'on n'a pas fini, ça signifie qu'on vivra encore, ça veut dire qu'on va tresser encore. Tu n'as pas rêvé au tressage, tu as rêvé au morceau de cuir. J'ai rêvé au morceau de peau de caribou, mais ça signifie à peu près la même chose. C'est avec ça qu'on tresse. Mais tu as rêvé juste avant qu'on taille la babiche. Oui, mais ça veut dire à peu près la même chose. Ce rêve de peau-là, c'est le premier rêve au sujet de mon ouvrage, parce que j'aime beaucoup mon travail. Et j'essaie de le faire le mieux possible. J'ai vu tous mes petits tas de cuir étendus dehors quand je suis descendue de la voiture. Tout de suite, j'ai commencé à les ramasser. J'ai vu qu'ils ventaient très fort, mais j'ai quand même trouvé tous les morceaux et il y avait quelque chose qui appartenait à l'homme riche qui nous protégeait. Mais ce qui lui appartenait, il ne l'a pas trouvé et moi, j'ai commencé à ramasser toutes mes choses, je les ai enveloppées ensemble et je les ai rangées quelque part. Il était ainsi mon rêve, et j'ai vu Angèle dans ce rêve. Et quand tu as rêvé à Marcel, qu'est-ce que ça signifie? C'est elle qui m'a dit que Marcel arriverait demain.
Et elle a mentionné une autre personne, c'était une femme. Elle a mentionné 2 noms, c'était les Indiens. Ça signifierait, les gens qui filment ici, on ne savait pas qu'ils viendraient. Vous n'étiez pas encore venu quand j'ai fait ce rêve? Il est récent, mon rêve. Je les raconte seulement de temps en temps, mes rêves. Une autre fois, j'ai rêvé à ton frère Mathieu. J'étais allé le voir pour lui vendre quelque chose. Il m'a dit, je trouve ça drôle, mon rêve. Il m'a dit, ma tante, pourquoi tu n'as pas porté ta robe? Il m'a dit qu'il y avait plusieurs jeunes gens qui avaient l'œil sur moi. Des hommes, qu'il m'a dit. Tu la porteras, qu'il me dit. Tu aurais dû t'habiller comme il faut après ton rêve. Oui, j'aurais dû m'habiller. Caroline m'a dit, choisis ta plus belle robe pour aller où tu t'en vas. Habille-toi comme il faut, qu'elle m'a dit. J'ai commencé à tresser les raquettes avec sa tante à lui et aussi avec ma tante Joséphine. Je trouve ça très facile, tresser des raquettes, du moins quand j'ai les outils pour ça. Je suis très contente quand je prends une raquette pour la tresser. Ça fait longtemps que j'aime ça. Toutes les raquettes que vous voyez ici, c'est moi qui les ai presque toutes tressées. C'est pourquoi Mathieu m'a dit, si on mettait la babiche bout à bout, ça ferait long. Même celle qui tresse encore des raquettes comme Pinamèche, elle me donne des raquettes à tresser. Elles n'ont pas de dents, elles ne peuvent pas tirer sur la babiche. C'est à cause des dents qu'elles ne peuvent pas tresser beaucoup qu'elles m'ont dit. J'ai vu beaucoup de vieux qui ont rêvé, par exemple, à leur travail. À force de faire le même travail, on finit par en rêver. Tu sais, le bois où on est allé le chercher hier, là, je ne comprends pas la signification de mon rêve. D'habitude, le mélèze, c'est pour mes travers, et dans le rêve, j'ai vu le mélèze et le bouleau debout côte à côte, et il me semble que je me suis intéressée plus au mélèze. Pour les travers, non, pas seulement pour ça, aussi pour faire les raquettes avec. D'après mon rêve, je serai plus intéressée au mélèze. Tu ne veux pas l'utiliser? Non, mais quand je ferai d'autres raquettes, je prendrai peut-être le mélèze. Ainsi, tu prendras le mélèze. Oui, ce serait à cause de mon rêve. Mais tu dois avoir peur. Oui. On dit que ça n'a pas une belle apparence. As-tu déjà rêvé, toi? Oui, on dirait que j'ai rêvé ce qui se passe. Tu n'es pas sorcier du tout? Non. Aujourd'hui, on n'utilise plus la sorcellerie. Autrefois, moi, depuis que je me rappelle, on n'utilisait pas la sorcellerie, seulement le rêve. Mon père utilisait seulement le rêve. Mais c'était à peu près comme de la sorcellerie, le rêve.
Arrêtez, vous me faites peur. Il y a des fois où on rêve n'importe quoi. Par exemple, j'ai rêvé à la casserole de thé qui est ici. Quelqu'un m'a demandé de faire du thé. Je pourrais faire du thé et inviter tout le monde, mais tout le monde me dirait que je suis sorcier. J'utiliserais mon rêve. Et si tu utilisais ton rêve, ça se passerait ainsi. Celui qui aurait demandé du thé viendrait dans ma tente. Ça signifierait qu'on tuerait des animaux. Ainsi, ce sont les animaux qui viendraient? Oui, un rêve comme ça, les invités, c'est des animaux. Autre chose, quand quelqu'un chasse, s'il rêve qu'on lui donne à boire de l'alcool, c'est un très bon rêve. Ça représente le bouillon de caribou. Il y a une chanson sur ça, le bouillon de caribou. Il y en a qui disent qu'un rêve de femme, ça signifie quelque chose. Plusieurs vieux disent ça. On dit que c'est important quand on rêve à de la boisson forte ou à de l'argent. Oui, c'est important quand on rêve à ça. Et le thé auquel tu as rêvé, ça signifie que ce sont les animaux qui viendraient boire ton thé? Oui, celui qui m'a demandé de faire du thé, c'est un animal. Il ne te resterait qu'à faire du thé? Oui. Une fois, on n'avait pas vu de caribou de l'hiver et on commençait à avoir faim. On est revenu et on est arrivé au camp, chez nous. La dernière nuit où on a dormi, alors j'ai rêvé que Pétabanou me demandait de la babiche pour le centre de ses raquettes et aussi pour le devant de ses raquettes. Alors ils ont suggéré à mon père de faire des raquettes et il a fait des raquettes. Il fallait qu'il utilise la même peau pour le devant et pour le centre de la raquette. Après avoir fini ces raquettes-là, on les donna à Mathieu et il est parti. Et il a tué un caribou mâle. C'était ça la signification de mon rêve. C'est ce que j'ai rêvé. Je ne sais pas si c'est de la sorcellerie. Tu étais près d'être un sorcier. C'est vrai, quelqu'un qui rêve, on dirait que ça se réalise. Il ne s'en occupe pas, mais ça se réalise quand même. Parfois, les rêves peuvent nous faire tort. Même si on ne s'en occupe pas, les mauvais rêves parfois se réalisent quand même.